en ce sens et donc qui mérite notre appui. Merci. Sénateur Platt. Merci, Monsieur le Président. Vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que moi, contrairement au sénateur Tanis, je ne félicite pas le gouvernement pour son projet de loi. Toutefois, je suis ravi de prendre la parole dans cette enceinte et d'ajouter ma voix au débat. Bien sûr, je vous donnerai mon opinion sur le contenu du projet de loi, mais il s'agit d'une belle occasion pour évaluer ce qui a été fait jusqu'à présent dans cette lutte contre la COVID-19 et les conséquences économiques qui en découlent. Le sénateur Munson a parlé du temps que les choses ont pris. Chers collègues, il y a 7 mois, le 10 juin, le gouvernement a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-17, projet de loi qui prévoyait 4 choses. Premièrement, le projet de loi apportait des changements à la subvention salariale d'urgence du Canada. 2, le projet de loi mettait en œuvre la loi sur les limites temporelles et autres périodes. Troisièmement, le projet de loi autorisait l'Agence du revenu du Canada à partager de l'information avec d'autres ministères du gouvernement dans le but d'envoyer un paiement unique aux personnes ayant des handicaps. Et quatrièmement, le projet de loi prévoyait des amendements à la loi sur la prestation canadienne d'urgence. Tous ces changements représentaient des mesures nécessaires dans le but d'appuyer les employés et les employeurs canadiens durant la reprise après la pandémie. Toutefois, l'opposition conservatrice a souligné les grandes lacunes qui se retrouvaient dans ce projet de loi. Dans un premier temps, bien que le projet de loi proposait quelques améliorations au programme de PCU, le projet de loi faisait l'impasse sur d'autres améliorations pourtant nécessaires. Les économistes, les propriétaires d'entreprises cognent à la porte du domicile du premier ministre. D'autres l'appellent différemment, là, depuis des mois, pour qu'il sorte de chez lui et qu'il voit quels étaient les problèmes avec le programme. Mais plutôt que de les écouter, il a décidé de peaufiner certains aspects, ça et là, tout en faisant fi des lacunes les plus graves. Le deuxième problème avec le projet de loi C-17, c'est que ce paiement unique aux personnes ayant des handicaps allait laisser pour compte des centaines de milliers de personnes vivant avec des handicaps. Il y a plusieurs personnes handicapées au Canada qui ont de très faibles, voire pas de revenus et qui ne se qualifient pas pour le crédit d'impôt pour les personnes ayant un handicap et donc qui ne recevraient pas le paiement. D'autres reçoivent des prestations par l'entremise du régime de pension du Canada ou par la RRQ ou par l'entremise d'Anciens combattants Canada. Tout cela aurait pu être laissé pour compte si le projet de loi C-17 eût été adopté. Alors, plutôt que d'approuver ce projet de loi sans regarder, là, comme le gouvernement le voulait, Andrew Scheer a demandé que le gouvernement prenne quelques jours pour mettre en œuvre un débat et possiblement modifier le projet de loi. Bien sûr, les conservateurs ont été appuyés par le Bloc québécois et par le Nouveau Parti démocratique dans cette demande. Mais le gouvernement a rejeté d'emblée cette demande. Il semblerait que leur demander de travailler 2 jours de suite, c'était trop leur demander. Les libéraux ont simplement décidé qu'ils allaient agir comme si le Parlement était quelque chose qui leur nuisait. Ils ont décidé qu'ils pouvaient gouverner seuls, bien qu'il s'agisse d'un gouvernement minoritaire. La journée suivante, le premier ministre avait rencontré ses conseillers en communication et ils avaient déterminé ce qu'ils allaient dire. Alors, devant les marches de son cottage, le premier ministre a parlé comme seul il sait le faire et a tenté de sonner sincère. Il a dit « Je vais prendre quelques instants pour parler à tous ceux qui vivent avec un handicap ou qui s'occupent de quelqu'un qui vit avec un handicap. Nous n'allons pas
abandonner. Nous n'allons pas vous laisser pour compte et nous allons continuer à travailler pour que vous obteniez l'appui que vous méritez et dont vous aviez besoin. Bien, il semblerait que travailler pour que vous obteniez l'appui dont vous avez besoin, ça ne voulait pas dire rester au bureau une journée ou deux de plus, ça ne voulait pas dire travailler de concert avec les autres partis et ça ne voulait certainement pas dire agir honnêtement, parce que si le gouvernement n'obtient pas ce qu'il veut, il prend ses billes, il retourne chez lui. Mes chers collègues, c'est exactement ce qui s'est produit. Le 10 juin, le premier ministre, lui, a pris son projet de loi. Il est retourné à la maison parce que il ne voulait pas laisser le Parlement se réunir et faire le travail qui s'impose. Nous sommes le 27 juillet. Nous sommes 7 semaines plus tard et enfin, nous sommes saisis d'un projet de loi qui apporte les changements qui s'imposent à la SSUC et qui fait en sorte que le paiement unique de 600 $ sera envoyé à plus de Canadiens vivant avec des handicaps. Le 19 mai, le ministre de la Justice a écrit au porte-parole en matière de justice des trois partis d'opposition de la Chambre par rapport à la loi sur les délais et a dit qu'il est important d'agir pour protéger les droits juridiques des Canadiens et pour assurer qu'ils n'aient pas à choisir entre protéger leur santé et tenter de respecter des délais inflexibles. Pourquoi le gouvernement a-t-il choisi d'agir? Pourquoi le gouvernement a-t-il attendu 2 mois avant d'agir et d'apporter ces changements? Bien, c'est un mystère. Personne ne s'objectait à ces mesures. Le projet de loi C-20 est loin d'être parfait, mais c'est une amélioration comparativement au projet de loi C-17. C'est encore un projet de loi qui ne tient pas compte d'environ 1 million de Canadiens ayant des handicaps et c'est un projet de loi qui octroiera un paiement exempt d'impôts à des personnes riches qui n'en ont pas besoin. Mais après y avoir réfléchi pendant 7 semaines, le premier ministre en est enfin venu à la réalisation qu'il y a des anciens combattants qui ont des handicaps au Canada et qui devraient être inclus dans ce paiement. Il est regrettable, toutefois, étant donné son incurie, que ça va prendre 2 mois pour que ces paiements soient envoyés de façon complète. Et ça va faire 6 mois lorsque cet argent sera reçu depuis le début de la pandémie. Le gouvernement n'a pas beaucoup parlé de ce retard, mais la preuve se retrouve dans l'article 10 de la partie 2 du projet de loi, où on dit que tout paiement payable par le ministre de l'Emploi et du Développement social lié à l'administration d'un programme pour fournir un paiement unique aux personnes ayant des handicaps pour des raisons reliées à la maladie à coronavirus de 2019, la COVID-19, incluant tout coût administratif, sera payé à partir du Revenue Fund, I'm sorry. Bill C-17 du Fonds consolidé. Le projet de loi C-17, déposé le 10 juin, allait rendre ces paiements payables en vertu d'une autre loi. Mais là, cette dépense, cette façon de dépenser va être modifiée et incorporée dans le projet de loi C-20. Lorsque mon bureau s'est posé la question et a demandé pourquoi c'était nécessaire de faire cette modification, on nous a dit que le paiement aux personnes ayant des handicaps ne sera pas complété avant l'abrogation le 30 septembre du projet de loi sur les événements et les préoccupations de santé publique. Ainsi, C-20 a une disposition permettant d'obtenir du financement à partir du revenu du Fonds consolidé ou du Trésor public. Collègues, la loi dont je vous parle sera abrogée automatiquement le 30 septembre. Mais parce que le premier ministre a décidé, encore une fois, je vous rappelle, de prendre son projet de loi et de retourner chez lui plutôt que de rester au bureau et de finir le travail, eh bien, les paiements aux personnes ayant des handicaps ne seront pas faits en date du 30 septembre. Alors voilà qui est troublant. 600 $, c'est peut-être pas beaucoup pour notre ministre des Finances. Lui, pour qui ça a pris 2 ans avant qu'il se rende compte qu'il avait 41 000 $ là, de plus que prévu. Mais pour les Canadiens, pour beaucoup de Canadiens, en fait, qui vivent avec des handicaps, eh bien, ce paiement, c'est très, très important. Ce paiement a été annoncé par le gouvernement le 5 juin.
Et ce n'est que 4 mois plus tard que certaines personnes avec un handicap attendront encore leur chèque. Collègues, si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ça a pris 7 semaines pour que ce projet de loi soit adopté, quand il aurait pu être adopté en 2 ou 3 jours, ben vous n'êtes pas seul, hein? Alors, vous avez d'un côté un premier ministre qui dit qu'il travaille pour que les Canadiens obtiennent l'aide dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Mais de l'autre côté, vous avez un premier ministre qui décide de prendre une journée pour obligation personnelle plutôt que de se présenter au travail, comme il aurait dû le faire lundi dernier lorsque la loi a été déposée. Vous avez donc, d'une part, un gouvernement qui veut donner aux Canadiens l'impression que personne ne va être laissé pour compte, mais qui, d'autre part, insère des clauses dans à peu près chaque loi portant sur la COVID pour que les politiques soient mises en œuvre de façon rétroactive parce qu'ils n'arrivent pas à agir de façon efficace à temps. Ils font constamment des annonces sans savoir comment ils vont mettre en œuvre ces promesses. Les particuliers et les chefs d'entreprise doivent se démener pour savoir ce qu'ils sont censés faire pour recevoir l'aide annoncée. Pas plus tard que la semaine dernière, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a publié une déclaration sur les changements que ce projet de loi apporte à la subvention salariale d'urgence du Canada. Voici ce qu'elle a dit. Les nouvelles règles sont très compliquées et les propriétaires de petites entreprises auront besoin d'une aide importante pour comprendre s'ils remplissent les conditions requises et quel soutien ils peuvent recevoir. Ce programme de subvention salariale a été mal géré dès le départ. Vous vous souviendrez qu'au début, la subvention était égale à 10 % du salaire d'un employé. Lorsque le ministre Morneau a comparu devant le comité plénier du Sénat le 25 mars dernier, je lui ai demandé pourquoi ce n'était que 10 %. Et je lui ai donné quelques exemples de ce qui se faisait ailleurs. J'ai notamment parlé du Danemark, qui avait une subvention de 75 %. Et voici ce que le ministre Morneau m'a répondu, montrant l'arrogance si caractéristique de ce gouvernement. Si vous regardez ce que fait le Danemark, je pense que vous en conclurez qu'en fait, le nôtre est supérieur. Dans le cas du Danemark, ils ne permettent aux entreprises qui ont une réduction significative de leurs revenus que d'avoir accès à cette subvention salariale. Si vous faites le calcul, et je sais que cela va arriver dans quelques jours, je pense que vous verrez, et je sais que les petites entreprises verront, que cela leur apporte un soutien important. Eh bien, devinez quoi? C'est le ministre qui a fait le calcul, qui a compris que son programme n'attirerait personne. Et 2 jours plus tard, il a annoncé une nouvelle subvention salariale améliorée, au même taux de 75 % que le Danemark, et avec les mêmes critères de réduction des revenus. Ce fut l'un des premiers signes de l'incompétence du gouvernement libéral à trouver et à mettre en place des solutions pratiques pour les entreprises canadiennes en cette pandémie. Le gouvernement libéral a attendu et attendu encore avant de dévoiler la subvention salariale et de la mettre en œuvre. Mais les entreprises, surtout les petites entreprises, ne pouvaient pas attendre pendant que le ministre Morneau et ses fonctionnaires faisaient leurs calculs. Ces entreprises ont licencié leurs employés qui se sont tournés vers la PCU. Et une fois que cela a été fait, les chances de réembaucher les gens étaient minces. C'est pourquoi, si vous examinez les projections de coûts pour la PCU et la subvention salariale par rapport à la réalité, eh bien, vous verrez que le gouvernement n'a pas atteint son objectif. Justin Trudeau et son équipe pensaient que la subvention salariale serait l'outil utilisé par les entreprises. Mais à cause de leur incompétence, ils ont poussé les gens à se tourner vers la PCU, ce qui a créé de graves distorsions sur le marché de l'emploi. Il y a d'innombrables entreprises à la recherche de main-d'œuvre et qui ne peuvent pas trouver de travailleurs parce que les gens préfèrent utiliser la PCU. Le gouvernement le sait. Il sait qu'il doit supprimer progressivement la PCU, mais il ne sait pas comment le faire.
Comment inciter les gens à retourner au travail tout en ne laissant pas ceux qui ne peuvent vraiment trouver un travail tomber sans le filet de sécurité? Nous sommes à 1 mois de l'échéance et personne ne sait à quoi s'attendre. Plusieurs personnes, dont les conservateurs, affirment depuis des semaines qu'il faut modifier le programme de la PCU pour s'assurer que les gens soient incités à retourner au travail. Mais le gouvernement Trudeau, faisant preuve de son arrogance habituelle, refuse d'écouter ces voix. Probablement, tout simplement parce que l'idée n'est pas la leur. La PCU était donc une bonne mesure d'urgence, une mesure qui aurait dû être le filet de sécurité. Mais parce qu'ils sont incompétents, les libéraux ont fait de ce programme une première ligne de sauvetage, bouée de sauvetage, créant ainsi un frein à la reprise économique. Mais la subvention salariale et la PCU ne sont pas les seuls programmes que le premier ministre a annoncés sur le porche de son chalet ou de son bungalow, comme le sénateur Monsion veut que nous l'appelions. Le compte d'urgence pour les entreprises du Canada a été annoncé le 27 mars. C'était il y a 4 mois aujourd'hui. Il y a d'innombrables histoires d'entrepreneurs qui ne peuvent pas bénéficier de ce programme pour une raison ou une autre. Il est clair que ce programme a été conçu par des personnes qui ne comprenaient pas la réalité des petites entreprises. La semaine dernière, voici ce qu'a déclaré la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. La Fédération exhorte le gouvernement fédéral à progresser rapidement dans la réforme d'autres programmes clés de soutien aux entreprises, notamment en procédant aux changements promis concernant l'admissibilité au compte d'urgence canadien pour les entreprises et en augmentant la taille des prêts et le pourcentage de remise au remboursement. Il est également essentiel que nous apportions des changements immédiats au programme d'aide d'urgence au loyer commercial du Canada, car il ne fonctionne tout simplement pas pour la plupart des propriétaires de petites entreprises. Le programme d'aide d'urgence au loyer commercial du Canada a été annoncé le 16 avril. C'était il y a 103 jours. Encore une fois, ce programme est si complexe que pratiquement aucune petite entreprise ne peut en bénéficier. Ce programme a été conçu non pas pour les petites entreprises, mais pour les grands propriétaires et leurs créanciers. La crise économique provoquée par la COVID-19 a véritablement commencé il y a 4 mois et demi. Pourtant, les propriétaires d'entreprises attendent toujours que le gouvernement corrige ou change ses programmes afin qu'il fasse ce que le gouvernement a promis de faire. Le mécanisme de financement d'urgence des grands employés est une autre catastrophe. Vous vous souviendrez que j'ai demandé au ministre Morneau, la dernière fois que nous avons siégé, combien d'entreprises avaient déposé une demande pour recevoir cette aide. Parce qu'ils ne le savaient pas ou parce qu'ils ne voulaient pas dire la vérité, le ministre m'a demandé d'écrire une lettre à son bureau pour obtenir une réponse. C'est ce que j'ai fait. Eh bien, 6 semaines plus tard aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu de réponse. Nous pouvons facilement prédire que le nombre de demandes pour ce programme sera 0. Un programme qui n'est conçu pour personne. Il faut donc se poser cette question. Lors de la conception de ce programme, les libéraux étaient-ils simplement incompétents ou bien voulaient-ils simplement une opportunité de marketing en donnant l'impression que le premier ministre et ses ministres étaient occupés, sachant pertinemment que le programme était si imparfait que personne ne serait intéressé par ce dernier? Ce gouvernement est très doué pour faire des annonces grandioses, mais il est totalement incompétent lorsqu'il s'agit de donner suite et de faire les choses en temps voulu et le faire pour les Canadiens. Nous avons vu de nombreux exemples de cette incompétence, tant dans la préparation du gouvernement à une éventuelle pandémie que dans sa réponse lorsque la COVID-19 est arrivée. Le Comité des affaires sociales et le Comité des finances nationales ont souligné certains de ces exemples dans leur récent rapport et je tiens à les remercier pour leur excellent travail. Le Comité des affaires sociales a dit ce qui suit.
La réserve stratégique nationale d'urgence n'a pas été bien gérée au fil des ans et n'était pas suffisamment et convenablement stockée pour fournir les fournitures nécessaires partout au Canada. C'est regrettable. Le gouvernement Trudeau est au pouvoir depuis près de 5 ans maintenant et il doit donner des comptes pour ce qui est de l'état d'impréparation dans lequel se trouvait le Canada lorsque le virus a frappé. Nous avons appris récemment que le ministre de la Défense a été informé en janvier de ce qui se passait, 2 mois avant que la crise ne frappe le Canada. Donc, on lui a parlé de ce qui se passait à Wuhan. Mais le gouvernement n'a pas mesuré la gravité de la crise et s'est plutôt appuyé sur la propagande du Parti communiste chinois. Nous avons appris que le gouvernement chinois stockait des EPI pour les vendre plus tard à des prix gonflés. Mais ce gouvernement a refusé de fermer ses frontières et a refusé de s'approvisionner en EPI, voire d'envoyer des stocks précieux en Chine. En se préparant à traiter avec la COVID-19 et dans sa réponse sur le front de la santé, le gouvernement a fait preuve d'incompétence, ce qui a coûté des vies au Canada. Nous pouvons être reconnaissants que les soins de santé soient fournis par les provinces dans notre pays. Les différentes provinces ont été capables de limiter les dégâts, même si elles ont dû pousser le gouvernement Trudeau à agir. Et nous pouvons remercier les premiers ministres des provinces, les fonctionnaires provinciaux dévoués et les travailleurs de première ligne. Le Comité des affaires sociales, dans son rapport sur la COVID-19, déclare que le Canada n'est pas prêt pour une deuxième vague parce que ce gouvernement a été si inepte dans sa préparation et dans sa réaction à la première vague, et parce que ce gouvernement est maintenant plongé dans le plus grand scandale de corruption depuis le scandale des commandites. Les Canadiens devraient craindre cette deuxième vague si elle devait se produire. Avec cet équipage à la barre du navire, le Canada pourrait se retrouver sur l'île de Gilligan après la prochaine tempête. J'ai récemment vu une photo sur les médias sociaux montrant Pierre Elliott Trudeau et Justin Trudeau, avec l'avertissement que la deuxième vague est toujours pire que la première. Je suis tout à fait d'accord. Et pendant qu'ils dormaient au volant, sur le front de la santé, le gouvernement libéral essayait de paraître occupé sur le front économique. Mais comme je l'ai déjà montré, il était incompétent dans la conception et la mise en œuvre des mesures visant à réduire l'impact économique de la pandémie et de la fermeture de l'économie. J'ai beaucoup parlé des programmes destinés aux entreprises, mais qu'en est-il des programmes pour les particuliers? Comme je l'ai dit, la PCU était une bonne mesure temporaire. Mais en refusant de modifier ce programme pour inclure des incitations au travail, le gouvernement entrave notre reprise économique. Je comprends que le gouvernement devait agir rapidement à la mi-mars et il ne pouvait être trop pointilleux sur la question de savoir qui obtiendrait la PCU. Mais 4 mois plus tard, on peut se poser la question suivante. Pourquoi les étudiants qui vivent chez leurs parents et qui travaillaient quelques heures par semaine dans un magasin avant la pandémie reçoivent-ils encore des paiements de PCU? Le Fraser Institute a calculé que la PCU a envoyé 11,8 milliards de dollars aux jeunes qui vivent avec leurs parents. Est-ce une bonne politique? On a entendu beaucoup d'histoires de fraude concernant les paiements de la PCU. Le premier ministre lui-même a déclaré qu'il y aurait probablement une fraude d'environ 1 milliard de dollars. Mais ça ne semble pas important pour les libéraux. Après tout, qu'est-ce qu'1 milliard de dollars quand votre cœur est à la bonne place, comme nous l'avons appris avec le scandale portant sur l'organisme uni? Ce qui est encore plus inacceptable, c'est que le gouvernement dispose de chiffres sur le niveau de fraude qui a eu lieu. Mais comme l'a rapporté le Journal de Montréal la semaine dernière, il ne les rendra pas publics. Ce n'est certainement pas parce que le niveau de fraude estimé est inférieur à ce que le premier ministre a prédit. Et parlant de millions et de milliards de dollars, nous avons appris la semaine dernière que plus d'un quart des fonctionnaires fédéraux ont bénéficié d'un congé spécial payé pendant la pandémie.
des gens qui étaient à la maison, qui ne travaillaient pas au bureau, qui ne travaillaient pas chez eux non plus, pour un coût d'environ d'1 demi-milliard de dollars. Ne pensez-vous pas que certaines de ces personnes auraient pu aider ailleurs? Les entreprises de tout le pays ont été obligées de se réorganiser complètement. Elles ont vu comment les gens pouvaient travailler à la maison, comment elles pouvaient être transférées à un autre département. Mais pour notre gouvernement fédéral, c'était trop compliqué. C'était trop compliqué pour le premier ministre Trudeau et son cabinet. Quand on est occupé à dépenser des milliards de dollars, on n'a pas le temps de réfléchir à la manière dont les agents frontaliers, qui ne sont plus nécessaires depuis la fermeture des frontières, pourraient être déployés ailleurs. Bien sûr, cela aurait été utile, mais c'était compliqué et ça ne donne pas de vote. Alors, on a laissé tomber. La semaine dernière, le gouvernement a estimé le coût de sa réponse à la COVID-19 à plus de 325 milliards de dollars. Comment est-ce qu'on va gérer cette montagne de dettes? C'est un mystère. Nous savons que la Banque du Canada achète une grande partie de la dette du gouvernement. Va-t-elle la décharger? Si oui, comment et quand? Nous ne le savons pas. Et on a posé la question au ministre Morneau en cette Chambre et il n'a pas répondu à la question. Quelle sera l'incidence sur l'inflation et le taux d'intérêt? Eh bien, les Canadiens devront deviner, car notre ministre des Finances ne nous dira pas comment il compte se sortir de ce pétrin. Je suppose qu'il est trop occupé à examiner de vieux reçus de voyages de luxe pour voir s'il doit rembourser quelque chose. Alors que les provinces et d'autres pays fournissent des mises à jour financières ou des budgets, le gouvernement libéral nous donne un aperçu. C'est comme si on s'attendait à voir un film et qu'on recevait une photo à la place. Chers collègues, ce gouvernement n'a pas fait preuve d'un grand niveau de compétence depuis 2015. Outre la légalisation du pot, il ne peut pas faire preuve d'une grande réussite. Nous avons besoin de leadership, de bon leadership. On a besoin de compétences, tout comme Stephen Harper et Jim Flaherty l'ont montré en 2008. Sinon, les dégâts peuvent être durables. Je crains pour notre avenir, car Justin Trudeau et son cabinet sont tellement incompétents qu'ils commencent à causer de réels dommages à notre économie et à notre système démocratique. Que vont-ils faire pour nous sortir du pétrin dans lequel nous nous trouvons? Est-ce qu'ils vont augmenter les impôts? S'ils le font, ils endommageront encore plus notre fragile économie. Vont-ils réduire les dépenses? C'est peu probable, car tout le legs de Justin Trudeau repose sur le fait de ne pas réduire les dépenses et de laisser le budget s'équilibrer tout seul. Et s'il y a une chose que Justin Trudeau nous a montré au fil des ans, c'est qu'il est complètement incapable de prendre une décision difficile. Justin Trudeau n'est tout simplement pas à la hauteur et n'exercera pas le leadership nécessaire pour prendre les décisions difficiles. S'il est laissé à la tête, à la barre du navire d'État, les Canadiens peuvent s'attendre à ce qu'il baisse les voiles et qu'il dérive. L'inflation commencera à se manifester, ce qui diluera le poids de notre dette nationale tout en affaiblissant notre économie et en rendant chaque Canadien plus pauvre. Chers collègues, la malheureuse réalité est que nous avons un gouvernement fédéral incompétent, déconnecté de la réalité économique, qui refuse de penser en dehors de son cadre idéologique. Nous devrons faire preuve d'une vigilance accrue dans les mois à venir pour demander des comptes à ce gouvernement, parce que d'autres mauvaises décisions en ce moment pourraient avoir un impact important et durable. Un impact durable et important sur l'économie et sur les générations futures de Canadiens. Notre comité des finances nationales a fait d'excellentes observations dans son dernier rapport, notamment ce qui suit. Le comité est également préoccupé par le manque de responsabilité et de transparence des dépenses du gouvernement. Le comité estime qu'il est temps de revenir aux procédures traditionnelles d'approbation des dépenses gouvernementales par le Parlement afin d'assurer un contrôle approprié des dépenses gouvernementales. Enfin, les Canadiens et les parlementaires
doivent avoir une image claire de l'état des finances du gouvernement, et ce, sur une base régulière. Le gouvernement devrait publier une mise à jour économique et fiscale trimestrielle pendant toute la durée de la crise économique. Il sera intéressant de voir quelle sera la réponse du gouvernement à ces recommandations. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Le Parlement doit être de retour en septembre. Pas seulement par Zoom, pas de façon hybride. Non, il faut trouver des moyens de se réunir de façon traditionnelle tout en respectant les consignes en matière de santé publique. J'ai longuement parlé de l'incompétence de Justin Trudeau, de Bill Morneau et du reste de l'équipe libérale. Malheureusement, je n'ai pas tout couvert. La médaille d'or pour l'incompétence pour ce qui est de la réaction aux effets de la COVID-19 est le cafouillage lié à la bourse pour le bénévolat étudiant. Ce programme a été annoncé le 22 avril. Et selon le gouvernement, cette bourse aidera les étudiants à acquérir une expérience professionnelle et des compétences précieuses, tout en aidant leur communauté durant la pandémie de la COVID-19. Les étudiants pourront choisir de servir leur communauté. Et la nouvelle bourse canadienne pour le bénévolat étudiant fournira jusqu'à 5 000 $ pour leurs études à l'automne. July 27. Chers collègues, aujourd'hui, nous sommes le 27 juillet. Il reste un mois avant le retour à l'école et le programme n'a pas encore démarré. En fait, le gouvernement ne sait même pas comment le programme va fonctionner ni qui s'en occupera. Il aura fallu 2 mois pour annoncer le lancement officiel et moins de 3 jours pour que tout commence à s'effondrer. Je ne sais pas si la cause profonde des problèmes de ce gouvernement est l'arrogance, l'incompétence ou la corruption, mais je commence à penser que c'est les 3. Pensez un instant à ce qui est arrivé avec la bourse pour le bénévolat. Selon ce que nous savons, le gouvernement a commencé à chercher une façon d'aider les étudiants au début du mois d'avril. Le 5 avril, le ministre des Finances a discuté d'idées avec le premier ministre et 2 jours plus tard, l'organisme uni a reçu un appel du ministère pour examiner l'idée plus en profondeur. Le 9 avril, l'organisme uni a envoyé une proposition non sollicitée à la ministre de la Jeunesse, Bardish Chagger, de même qu'à la ministre Mary Ng. Quelle coïncidence! Une semaine plus tard, la ministre Chagger a rencontré le cofondateur de UNI, Craig Kielburger, pour discuter de leur proposition. Fait étonnant, lorsque la ministre Chagger a comparu au comité des finances de la Chambre, elle n'a pas parlé de cette réunion. Le 19 avril, Rachel Wernick, fonctionnaire auprès de ESDC, a communiqué avec UNI pour discuter de la possibilité de mettre en place un programme pour les services étudiants. On ne sait pas qui a incité Mme Wernick à faire cet appel. Elle a dit que ça avait été mentionné par quelqu'un au ministère de M. Morneau. 3 jours plus tard, le 22 avril, le premier ministre a annoncé que son gouvernement lançait le programme de subvention pour le bénévolat étudiant. Le même jour, UNI envoie par courriel à Mme Wernick une proposition mise à jour qui comprenait des détails sur le programme proposé dont Mme Wernick n'était même pas encore au courant. Comment est-ce possible? Comment est-ce que UNI pouvait savoir à l'avance que le premier ministre s'apprêtait à faire cette annonce? UNI était au courant du programme, même avant les bureaucrates chargés du programme. Et le gouvernement a eu le culot de nous dire que c'était les bureaucrates qui avaient
décidé que UNI serait choisi. Le 5 mai, la ministre Chagger a fait une proposition à la réunion du comité du cabinet de la COVID-19. Le 22 mai, le cabinet en entier a examiné et approuvé le plan. Un mois plus tard, le 25 juin, le gouvernement a annoncé que l'organisme UNI avait obtenu 19,5 millions de dollars pour gérer le programme de 912 millions de dollars. On a appris plus tard que le programme représentait en fait 44 millions de dollars pour l'organisme. On serait porté à croire que quelqu'un aurait pris le mois entre la décision et l'annonce pour faire preuve de diligence raisonnable. Mais non. Soit parce que ces gens sont incompétents, soit parce qu'ils savaient que les dés étaient pipés. L'organisme, oui, a été choisi. Le 28 juin, les conservateurs ont demandé à la vérificatrice générale Karen Hogan de faire enquête sur l'entente, en notant qu'il s'agissait d'un contrat fournisseur unique, sans appel d'offres, avec un groupe qui avait des liens bien documentés avec les Trudeau. Dans les jours qui ont suivi, la subvention à l'organisme UNI a été annulée, alors que le commissaire à l'éthique a annoncé 2 enquêtes séparées dans ce dossier et des conflits d'intérêts ont commencé à faire surface. Le 9 juillet, l'organisme UNI a confirmé que Margaret Trudeau avait touché 312 000 $ pour des discours prononcés à 28 activités de UNI entre 2016 et 2020. Alexandre Trudeau, le frère du premier ministre, a touché 40 000 $ pour avoir participé à 8 activités pendant l'année scolaire 2017-2018. Sophie Grégoire Trudeau a touché 1 400 $ pour une seule activité en 2012. Le 4 mars, Sophie et sa belle-mère, Margaret Trudeau, étaient les invités de marque à une activité de UNI au Royaume-Uni. Sur leur site Web, l'organisme UNI décrit Sophie comme plus qu'une ambassadrice de UNI. Elle est un mentor et une championne. En août dernier, le ministre des Finances, Bill Morneau, a annoncé un financement fédéral de 3 millions de dollars à l'organisme UNI pour son programme d'entrepreneurs sociaux. L'annonce a été faite le même mois où sa fille a commencé à travailler pour l'organisme et 1 mois avant que les élections fédérales soient déclenchées. Dans son témoignage au comité des finances la semaine dernière, le ministre Morneau a reconnu que l'organisme UNI lui avait payé 2 voyages à lui et à sa famille. On parle de 41 366 $. Il a aussi dit que sa famille avait déjà fait 2 dons de 50 000 $ chacun à l'organisme UNI, y compris un au mois de juin de cette année. Global News a signalé qu'au total, UNI a reçu au moins 5,5 millions de dollars de financement du gouvernement fédéral de 2015 à 2019. Mais les liens troublants entre le gouvernement Trudeau et l'organisme UNI ne s'arrêtent pas là. Gerald Butts, l'ancien secrétaire principal du premier ministre et meilleur ami, a été décrit comme un partenaire de l'organisme UNI. Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des langues officielles, a participé à de nombreuses activités de UNI. Seamus O'Regan, le ministre des Ressources naturelles, a travaillé avec l'organisme UNI à titre de président honorifique de Earthbound, un organisme qui collecte des fonds au nom de UNI. Katie Telford, la chef de cabinet de Justin Trudeau, est cofondatrice de Earthbound. Les deux auraient aidé à recueillir 400 000 $ pour l'organisme UNI en 2010 et 2011. Nous ne savons
pas tout encore dans ce scandale. Le commissaire à l'éthique, le commissaire au lobbying, la GRC, au moins 2 comités de la Chambre vont certainement pouvoir obtenir d'autres renseignements, même si les libéraux, de toute évidence, tentent de camoufler leurs faits et gestes. Au-delà des manquements éthiques dans cette affaire, il faut aussi se poser des questions sur la façon dont le programme a été conçu et lancé. Quel est le lien entre le Parti libéral et l'organisme Oui? Est-ce que l'organisme uni tentait de faire des jeunes, des fanatiques de la marque libérale? Quelle est la structure organisationnelle de l'organisme? Est-ce vrai que l'organisme ne dépense que 20 de ses revenus en développement international? Où va le reste de l'argent? Comment est-ce que UNI avait l'intention d'exécuter le programme? Est-ce qu'il a obtenu de l'argent pour trouver des bénévoles, pour faire gonfler les chiffres? Lorsqu'ils ont offert un voyage de luxe gratuitement au ministre des Finances et à sa famille, à quoi s'attendait-il en retour? Est-ce que l'organisme sur la liste des lobbyistes enregistrés? Pourquoi tant d'employés, de gestionnaires et de directeurs ont quitté l'organisme au cours des derniers mois? Tous ces faits donnent lieu à de nombreuses questions sur le ministre Morneau. Que savait-il des difficultés financières de l'organisme lorsqu'il a conçu le programme? Comment pouvons-nous faire confiance à un ministre des Finances qui oublie ses villas en France et des voyages de 41 000 $? Cela soulève de graves questions par rapport au premier ministre Trudeau. Est-ce que sa famille a reçu des voyages gratuits? Nous savons qu'il a reçu des vacances gratuites de la GACAN. Que sait-il des problèmes de l'organisme uni? Quelle était sa participation personnelle dans l'élaboration du programme? Cela soulève de graves questions quant au gouvernement et à la fonction publique. Pourquoi le gouvernement a-t-il choisi d'allouer près de 1 milliard de dollars à son programme au lieu d'augmenter les montants du programme d'emploi d'été du Canada? Qui pensait que de donner des subventions aux étudiants était mieux que de leur donner des emplois? Pourquoi le gouvernement préfère-t-il des stratagèmes qui contournent les lois en matière de travail, surtout les dispositions en matière de salaire minimum? Comment le gouvernement a-t-il fait ses calculs par rapport au programme? Il s'attendait à ce que 20 000 étudiants obtiennent la subvention. Ça représente 100 millions de dollars si chaque étudiant fait du bénévolat pour le nombre maximal d'heures. Pourquoi le gouvernement a-t-il accepté de signer avec la filiale immobilière de Uni? Y a-t-il eu diligence raisonnable? Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de demander seulement à Uni de soumissionner? Chers collègues, la subvention était un programme ridicule et trop complexe, à moins évidemment qu'il soit conçu non pas pour aider les étudiants, mais bien pour aider Uni. Qui sont les maîtres derrière tout cela? Était-il incompétent ou est-ce qu'il y a anguille sous roche? Peut-être que le gouvernement, lorsqu'il a annoncé le programme, s'est dit qu'il travaillait davantage pour lui-même. Il s'est dit que lui, il pourrait traverser cette période difficile. Comme vous le savez, j'ai écrit au président le 13 juillet pour lui demander que le Sénat siège afin que nous puissions aller au fond des choses. Dans ma lettre, j'ai noté que le Sénat est dans une position unique pour aller au fond des choses. Pour citer le premier ministre lui-même,
Si le Sénat joue un rôle, c'est bien d'agir comme système de frein contrepoids par rapport au pouvoir extraordinaire du premier ministre et de son cabinet. Le Sénat doit donc jouer ce rôle par rapport au premier ministre. Les Canadiens s'attendent à ce que nous demandions des comptes au gouvernement, surtout en situation de crise. Malheureusement, je n'ai pas reçu de réponse, même pas une accusé de réception. Il me semble que nous avons assez de talent en cette Chambre pour aller au fond des choses et pour faire la lumière sur la conception initiale de ce programme. Nous sommes une Chambre complémentaire à la Chambre des communes. Je suis certain que nous pouvons faire le travail. Je vais voir si le président est d'accord avec moi. Autre question. Comment se fait-il que le premier ministre et ses ministres n'ont jamais pensé qu'il pourrait y avoir des problèmes? Il est incroyable qu'il puisse y avoir autant de conflits d'intérêts par rapport à un programme gouvernemental et qu'il n'y a eu aucun signalement de la part de qui que ce soit au cabinet du premier ministre. D'un côté, c'est incroyable, mais d'un autre côté, si on suit la tendance, ce n'est pas du tout surprenant. C'est après tout le même ministre des Finances qui a oublié de déclarer sa villa en France. C'est le même ministre des Finances qui a parrainé le projet de loi C-27 qui augmentait la valeur des pensions vendues par l'entreprise Morneau-Chapelle. Lorsque le projet de loi a été déposé à la Chambre des communes, les valeurs des actions de Morneau-Chapelle ont augmenté et le ministre Morneau avait toujours 21 millions de dollars de ses actions. C'est le même premier ministre qui a été déclaré coupable d'avoir enfreint la loi sur les conflits d'intérêts 10 fois en moins de 4 ans. En 2017, l'ancienne commissaire Mary Dawson a déterminé que Trudeau et sa famille avaient accepté des vacances sur l'île privée de l'Agacan aux Bahamas. Tout le monde au Canada sait qu'on ne peut pas accepter de vacances gratuites de tierces parties lorsqu'on fait partie du cabinet. Tout le monde, sauf les libéraux, qui apparemment doivent réapprendre cette leçon à tous les 2 ans. En 2019, le commissaire à l'éthique Mario Dion a déterminé que Trudeau avait tenté d'influencer la ministre de la Justice de l'époque, Judy Wilson-Raybould, dans l'affaire SNC-Lavalin. Entre les 2 incidents, Justin Trudeau a été reconnu coupable d'avoir contrevenu à l'article 5 de la loi sur les conflits d'intérêts, l'article 9, l'article 11, l'article 12 et l'article 21. Au total, il y a eu 10 violations de la loi sur les conflits d'intérêts. Et maintenant, le premier ministre fait l'objet, encore une fois, d'une enquête par le commissaire à l'éthique avec son ministre des Finances. Il ne faut pas oublier les autres défis éthiques du premier ministre. L'affaire SNC-Lavalin portait sur beaucoup plus que le code d'éthique. Le premier ministre a été incompétent et corrompu au point où il a mis de côté la doctrine de Shawcross pour aider ses amis. Et pour s'en sortir, il a laissé de côté la ministre de la Justice. Le premier ministre adopte une attitude élitiste et condescendante. Avant ça, il y a eu Elbowcade quand Justin Trudeau a poussé Ruth Ellen Brosseau parce qu'il était pressé d'aller voter. Son temps est plus précieux que celui des autres, comme on le sait. Il y a aussi l'incident de Kokanee. Il a dit qu'il n'aurait pas fait ce qu'il a fait s'il avait su que la femme était une journaliste nationale. On se souvient tous que le premier ministre a décidé que c'était une leçon, non pas seulement pour lui, mais aussi pour nous tous.
Nous savons maintenant que certaines personnes font l'expérience de certaines choses différemment. En 2015, nous avons appris que Justin Trudeau était payé pour prononcer des discours, même alors qu'il était député. Lorsqu'il s'est fait prendre, il a dit qu'il était désolé et a écrit un chèque. Quelques semaines plus tard, il s'est fait prendre de nouveau. La Chambre des communes avait payé des dépenses. Encore une fois, il a dit qu'il s'excusait et a remis un chèque. Et finalement, n'oubliez pas les 3, 4, 5 ou plus incidents où Justin Trudeau a porté du maquillage noir parce qu'il aimait faire semblant qu'il était noir. On ne sait pas combien de temps il a fait parce que lui, il ne le sait pas non plus. Il semble que c'était une habitude pour Justin Trudeau de se déguiser en noir. Mais qui faisait ça dans les années 80? Qu'est-ce que cela démontre du caractère de Justin Trudeau? Ce gouvernement a adopté une culture d'arrogance, d'incompétence et de corruption au point où le gouvernement est aveugle au manquement à l'éthique. Ils doivent être traînés en criant et en donnant des coups de pied sur un lit de charbon ardent qu'ils ont eux-mêmes créé avant même d'admettre que quelque chose n'allait pas. Et puis, lorsqu'ils sont pris la main dans le sac, ils voudraient que nous les pardonnions et oubliions parce qu'ils marmonnent un « je suis désolé » avec une petite larme à l'œil. Nous savons tous qu'ils ne regrettent rien. Ils ne sont même pas de bons acteurs. Regardez comment ils ont géré le scandale Uni. La première réaction du premier ministre au rapport faisant état de problèmes dans la gestion de ce programme a été d'essayer de nous dire que l'association était la seule organisation capable d'administrer ce programme. Cela ressemblait à dire « ces allégations sont fausses », que le premier ministre nous a raconté à propos de l'article du Globe and Mail sur SNC-Lavalin. Et elles se sont révélées être exactes à 100 %. Le premier ministre croyait en fait que le public canadien croirait à cet argument pour défendre l'attribution d'un contrat à fournisseur unique de près d'1 milliard de dollars pour un programme qui n'a aucun sens et à une organisation qui avait des liens profonds avec sa famille, son ministre des Finances, son cabinet et son parti. Il n'y a pas d'explication à cela, si ce n'est que ce gouvernement est tellement aveuglé par l'éclat de sa propre suffisance qu'il ne peut même plus reconnaître une défaillance éthique quand elle arrive. C'est pourquoi, en plein scandale sur l'organisme uni, nous voyons le premier ministre et son cabinet agir sous le choc et présenter des excuses tièdes, comme s'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Vous pouvez le voir dans les regards agacés sur leur visage lorsqu'ils sont confrontés à des questions difficiles posées par l'opposition ou par les médias. C'est comme s'ils étaient offusqués que l'on ose leur demander si leurs motivations ne sont pas moins que blanches comme neige. Ils sont tellement imprégnés de leur propre suffisance qu'ils croient vraiment que c'est réel. Le problème, chers collègues, n'est pas que le gouvernement n'était pas pleinement conscient des limites qu'il franchissait. C'est juste que, pour eux, ce n'est rien d'autre que comme d'habitude. Soyez indulgents avec moi pendant encore quelques minutes et je vais vous rafraîchir la mémoire. En plus de manquements à l'éthique et de comportements douteux dont j'ai déjà parlé, n'oublions pas ce qui suit. Alors qu'il était président du Conseil du Trésor, Scott Bryson a tenté de bloquer l'approbation du contrat pour un navire de ravitaillement naval en cours de construction au chantier naval de la Davie, au Québec, parce qu'il était soumis à des pressions de la puissante famille Irving du Nouveau-Brunswick, propriétaire d'un chantier naval à Halifax. Le ministre Bryson a également tenté de faire valoir qu'il n'était pas nécessaire qu'il mette en place un écran de conflit d'intérêts pour l'empêcher de participer aux décisions du gouvernement concernant deux des familles les plus riches du Canada atlantique, même s'il présidait une de leurs sociétés d'investissement et que son épouse continuait de siéger au conseil d'administration de la société. Et qu'en est-il de Dominique Leblanc, qui, malgré ses liens avec la puissante famille Irving, a été nommé ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne? Il a dû consulter le commissaire à l'éthique pendant des semaines afin de trouver un moyen de contourner ce flagrant conflit d'intérêts.
Puis, il y a eu le moment où le ministre Leblanc s'est envolé de Moncton à Montréal et en est revenu à bord d'un jet appartenant à J.D. Irving Limited. Il a dit qu'il n'y avait rien à voir et qu'il fallait continuer. Mais lorsque le commissaire à l'éthique Mario Dion a déclaré que le ministre Leblanc était coupable d'avoir enfreint la loi sur les conflits d'intérêts parce qu'il avait accordé une licence lucrative de pêche à la palourde à une entreprise liée au cousin de sa femme, il n'a pas pu s'empêcher de le faire. En parlant de Dominique Leblanc et Scott Bryson, nous ne connaissons toujours pas leur rôle dans l'affaire du vice-amiral Norman. Les libéraux ont tenté de revenir sur un contrat pour un navire de ravitaillement afin de le rendre à Irving. Lorsqu'ils se sont fait prendre, ils ont décidé qu'ils allaient s'en prendre au vice-amiral Norman. Le premier ministre l'a même envoyé en procès avant que la police n'ait terminé son enquête. Mais Scott Bryson et Judy Foote ont quitté leur poste. Le vice-amiral Norman a reçu une somme d'argent et a dû signer un accord de confidentialité. Il s'agissait d'un camouflage de première classe. Et Seamus O'Regan, le gouvernement a dépensé plus de 180 000 $ pour le défendre dans une affaire de diffamation. Le ministre des Services autochtones, Mark Miller, a été mis à l'index pour avoir organisé une collecte de fonds privés pour sa campagne de réélection qui a eu lieu à New York. Et il n'a jamais révélé la liste de donateurs. La ministre Marianne Monsef a dû admettre qu'elle n'était pas réellement née en Afghanistan comme elle l'avait dit aux gens pendant des années. Le ministre Sajjan a menti sur son rôle en Afghanistan. On a découvert que le ministre Champagne avait des hypothèques auprès de la Banque de Chine pour 2 appartements à Londres. John McCallum a été renvoyé de son poste d'ambassadeur à Pékin après des commentaires inappropriés sur les relations entre le Canada et la Chine. Gerald Butts et Katie Telford, qui à l'époque étaient les 2 principales alliés de Justin Trudeau, ont reçu 207 000 $ en frais de déménagement qu'ils ont accepté de rembourser seulement après que l'histoire ait été rendue publique. Et puis, il y a Marwan Tabara. Il a été autorisé à se présenter pour le Parti libéral aux élections de 2019, même si des allégations détaillées de harcèlement sexuel avaient déjà été formulées contre lui. Après avoir été arrêté en avril cette année, il est resté au sein du caucus pendant près de 2 mois parce que le bureau du premier ministre prétendait ne rien savoir à ce sujet. Et n'oublions pas Jody Wilson-Raybould, Jane Philpott et Selina Caesar-Chavanes. Si je dois vous rappeler ce qui s'est passé avec elle, alors là, nous sommes vraiment dans le pétrin. 3 femmes fortes jetées sous le bus parce qu'elles osaient tenir tête à Justin Trudeau. Darshan Singh Kang a dû quitter le caucus libéral en raison d'accusations de harcèlement sexuel. Le député libéral Nicolas Diorio ne s'est pas présenté au travail pendant 1 an après avoir annoncé sa démission. Et puis, on a découvert qu'il n'avait pas vraiment démissionné. Sommes-nous censés croire que personne au sein du gouvernement libéral n'était au courant de cela? L'ancien député libéral Raj Grewal a admis avoir accumulé des millions de dollars en dette en jouant au blackjack au casino et a fini par démissionner du caucus libéral après que la nouvelle ait été révélée à la suite d'une enquête de la GRC. Mais après avoir soudainement annoncé qu'il avait remboursé ses dettes, il est resté député jusqu'à la fin de la session parlementaire. Vous vous souvenez peut-être que M. Grewal faisait déjà l'objet d'une enquête du commissaire fédéral à l'éthique à l'époque et qu'il a été plus tard reconnu coupable d'avoir enfreint la loi sur les conflits d'intérêts. Chers collègues, je n'ai pas fini de détailler la liste des manquements à l'éthique et de ces fautes commises. Les manquements à l'éthique, oui, du premier ministre, de ce cabinet et de d'autres députés du Parti libéral. Mais même si j'ai un temps illimité, je vais m'arrêter ici, parce que je pense que vous avez compris. Ce gouvernement a perdu sa boussole morale. Et il a perdu le droit moral de gouverner. Tous ces éléments et les nombreux éléments que je n'ai pas mentionnés sont des affluents du courant d'eau pollué dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, alors que nous essayons de demander des comptes à un gouvernement qui n'a aucune compréhension ou appréciation du concept. Il n'est pas étonnant que le Canada ait glissé à la 12e place du classement mondial de la corruption cette année. Tout cela est l'œuvre de Justin Trudeau. Chers collègues, il est difficile de voir une issue à ce gâchis qui n'inclut pas la démission du premier ministre
et du ministre des Finances. Ils ont, à maintes reprises, violé la confiance de la population canadienne et fait preuve d'ambivalence à l'égard des responsabilités que ces fonctions comportent. Aujourd'hui, nous nous joignons à d'autres voix, des politiciens, des médias et des citoyens ordinaires qui réclament la démission du premier ministre et du ministre des Finances afin d'ouvrir la voie à un avenir meilleur pour le Canada et pour tous les Canadiens. En cette Chambre, nous avons un choix à faire. Allons-nous demander la transparence, la responsabilité et une meilleure ligne de conduite ou laisser passer ces graves problèmes? Comme vous le savez tous, chers collègues, le Parti conservateur du Canada est sur le point d'élire un nouveau chef. Je ne ferai aucune prédiction sur le vainqueur, mais voici ce que je sais. Nous allons élire un chef qui mettra de côté cette incompétence. Nous élirons un chef qui unira notre parti. Nous élirons un chef qui offrira aux Canadiens une vision emballante pour l'avenir de notre pays. Chers collègues, lors de notre prochaine rencontre, nous aurons très probablement ce nouveau chef. Et je peux vous garantir que le caucus sénatorial conservateur reviendra ici plus énergique que jamais. Nous exigerons de ce gouvernement qu'il rende des comptes. Nous porterons la voix de ces plus de 6 millions de Canadiens qui ont voté pour les conservateurs lors des dernières élections. Nous porterons la voix des millions d'autres qui en ont maintenant assez du gouvernement Trudeau. Nous porterons la voix de tous ceux qui disent « Morneau doit partir » et « Trudeau doit partir » s'ils décident de conserver leur poste. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire durer le suspense. Nous allons permettre au projet de loi qui nous est présenté d'être adopté, mais avec dissidence. Mais nous n'allons pas donner un laissez-passer à ce gouvernement. Nous pensons que le Canada se retrouve à un moment critique. On nécessite un véritable leadership, un leadership responsable, un leadership courageux, un leadership dont nous avons désespérément besoin, mais que nous n'avons pas. Merci.